Iconoclast tous les jours en direct sur Boursorama, c'est l'info éco pour tous et on parle de ce nouveau futur gouvernement Trump qu'on appelle pour l'instant cabinet Trump qui est quasiment formé. La question c'est qu'ont quasiment tous en commun les hommes et les femmes, les hommes et la femme diront certains pour l'instant, qui composeront cette nouvelle administration Trump, eh bien ils sont riches, très riches. Raphaël Legendre, nous on est tous riches mais dans nos cœurs. N'est-ce pas, Raphaël Legendre, oui, bonjour. Bonjour David, un peu moins que effectivement la plupart des membres du cabinet qui ont. Alors justement, journaliste à l'opinion, il faut le rappeler, on ne change pas, et c'est bien. Cette équipe gouvernementale sous Trump, c'est une équipe, on va le dire, de milliardaires. Quand on regarde leurs actifs cumulés, c'est le journal Politico qui a fait ce calcul-là. On arrive, alors attention, hein, restez bien vissés sur votre fauteuil, votre chaise, on arrive à 35 milliards de dollars. C'est du jamais vu, ce sera le gouvernement le plus riche de toute l'histoire américaine. Est-ce que c'est un problème ou pas? Est-ce qu'on n'intente pas un mauvais procès à Donald Trump? Alors, en posant la question. C'est pas un problème. En général, on est riche parce qu'on a été, comme on dit aux États-Unis, successful. C'est-à-dire qu'on a réussi qu'on est un winner des affaires, qu'on est un winner. Les États-Unis aiment ça. Mais Trump le premier. C'est l'histoire quand même d'un magnat immobilier new-yorkais. C'est lui la principale fortune de ce gouvernement puisqu'elle est estimée selon lui à 10 milliards. Alors les estimations divergent. On a dit plutôt une petite crise de l'immobilier à New York. Lui dit 10, certains estiment 5. Voilà, en tout cas, ça reste une fortune absolument colossale et c'est lui le plus riche. Suit derrière Betsy DeVos. Alors Betsy DeVos, ça ne dira pas grand-chose aux elle va être à l'éducation, c'est ça, français qui est nommé à l'éducation. C'est l'héritière d'une famille de riches industriels du Michigan qui ont fait fortune dans la vente par correspondance avec une société qui s'appelle Amway. C'est le beau-père de Betsy, Richard, qui a fait fortune. C'est une famille qui, depuis des décennies, arrose les républicains de dizaines de millions de dollars. Et encore durant la dernière campagne, Betsy DeVos a financé à hauteur de 3 millions de dollars Jeb Bush, le frère de George W. Bush, et Mark Rubio. Voilà, donc grosse fortune. Plus de 5 milliards de dollars de fortune familiale. Au commerce, Donald Trump a nommé Wilbur Ross, patrimoine estimé à 3 milliards de dollars, parce que ce type sait faire de l'argent. Un jeune talent de 78 ans, Wilbur Ross, parce qu'ils sont tous assez riches, ils sont tous aussi, pour beaucoup en tout cas, septuagénaires. Il faut le noter, c'était quand même un gouvernement très riche, très blanc, à l'exception d'un, et plutôt âgé, aux alentours de 70 ans. Wilbur Ross, il a 78 ans, il est nommé au commerce, comme vous l'avez dit. C'est un financier de Wall Street, on l'appelait le roi de la faillite là-bas. Pas parce qu'il a fait des faillites. Non, absolument, c'est le roi du restructuring, c'est-à-dire qu'il a récupéré beaucoup d'entreprises, notamment de la métallurgie dans la Rust Belt, cette région des Grands Lacs. On le voit, la ville de Ross. Qui a beaucoup voté Trump. La progression du vote républicain a été assez impressionnante dans cette Rust Belt. C'est cette middle class américaine qui a été frappée de plein fouet par la désindustrialisation, qui a beaucoup souffert. Une middle class qui a perdu en pouvoir d'achat et qui a massivement voté pour Trump. Bon, et la question, c'est quand il dit c'est lui qui sera en charge de renégocier les accords commerciaux, ce sera un poste important. Mais l'argument, il tient ou pas quand Donald Trump dit ce type, il sait faire de l'argent, c'est un argument qui est recevable Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose que de reprendre des aciéries et de les revendre très cher à ArcelorMittal et négocier des accords multilatéraux du commerce. C'est un tout petit peu plus complexe. Il y a un sujet politique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sont des gens qui connaissent les besoins du business, les besoins des entreprises. Pour l'instant, les marchés et le monde économique est plutôt acheteur de ce que propose Trump, à la fois comme politique de relance, par le biais des relance des grands travaux d'infrastructure, et les États-Unis en ont besoin, et une baisse massive de la fiscalité, qui pourra peut-être réserver des surprises, parce qu'on a également donc le secrétaire d'État au j'y viens, Trésor. Steven Mnuchin.
Alors lui, pour le coup, c'est intéressant parce que c'est un ex-Goldman Sachs. Il a son propre fonds d'investissement. Alors pour le coup, il n'est pas milliardaire, il n'est que millionnaire. C'est l'un des plus pauvres d'ailleurs. Il n'est que multimillionnaire, oui. 46 millions de fortune personnelle. C'est très modeste au sein du cabinet Trump. Mais il a lancé vouloir baisser les impôts, il l'a redit, mais pas seulement pour les plus riches. Il a tenu à le rappeler. Hein. Surtout, il a expliqué que les plus riches allaient voir leur impôt baisser, mais qu'en parallèle, il allait supprimer toutes les niches fiscales. Ce qui fait qu'in fine, on serait plutôt à l'équilibre au niveau budgétaire. Et ça change tout. C'est-à-dire que les plus riches s'attendaient effectivement à avoir une baisse massive des impôts. Ce ne sera pas le cas parce qu'à côté, on leur supprimera quelques niches fiscales. C'est, vous l'avez dit, un banquier de Goldman Sachs, 17 ans passé chez Goldman Sachs. Il est fils de banquier de Goldman Sachs. Son papa a passé 30 ans au sein de la firme. Lui connaît parfaitement le monde de la finance. Il n'a pas fait que Goldman Sachs, on parle beaucoup de ça, mais c'est le fondateur de Dune Capital, qui est un hedge fund très connu dans le milieu qui marche très très bien. Il a fondé ça en 2004. Oui, mais pardon, mais quand on a un peu de mémoire, Raphaël, on a quand même entendu pendant la campagne Trump critiquer violemment les banques d'affaires, nommer un ancien dirigeant de Goldman Sachs. Il y a comme une forme de reniement ou d'incohérence au moins. Trump était le candidat anti-système. Il promettait de nettoyer le marais, disait-il dans son dernier discours, le marigot. On se rend compte que c'est un candidat qui n'est pas du tout anti-système puisque lui-même représente le système. C'est un milliardaire qui s'entoure de milliardaires. C'est sa garde rapprochée, ce sont des gens qu'il connaît. Tous ces gens, par exemple, Mnuchin, le futur secrétaire au Trésor, a bossé, a financé le business de Donald Trump. Il a financé deux projets avec lui, et notamment sur un des deux, Trump l'a poursuivi en justice. Ils se sont mis d'accord, mais ils ont des histoires ensemble. Ils se connaissent. C'est un petit monde de milliardaires américains qui se connaît effectivement. Il s'est entouré de proches, mais ce qui est certain, c'est que ça n'a rien à voir avec de l'antisystème. Ils sont la quintessence de ce que sont cette classe hyper riche, hyper mondialisée, globalisée, qu'il a dénoncé tout au long de sa campagne. Donc, ce qu'il va falloir voir maintenant, c'est la réaction du peuple, des citoyens américains face à ce gouvernement. Est-ce que ce gouvernement, encore une fois composé de super riches, sera en capacité d'améliorer la vie de la classe moyenne? C'est ce que Trump a promis, on attend de voir. Les marchés l'achètent pour l'instant. Je veux dire, le programme économique de Donald Trump est plutôt bien vu pour l'instant. Quand on expurge, quand on enlève tout ce qui est un petit peu alors après, quand on regarde ses tweets, c'est autre chose. Sur les relations internationales, ça risque de tanguer un tout petit peu plus. Il a passé il y a 2 jours un coup de fil à la présidente de Taïwan qui a provoqué un incident diplomatique avec la Chine, notamment. Donc il faudra voir dans l'application comment ça va se passer. Mais on peut quand même s'interroger. C'est un programme plutôt pro-business, pro-croissance, qui est plutôt bien accueilli par tout le monde pour l'instant. On peut aussi s'interroger quand même sur ce cabinet, sur le fait de s'être entouré de riches, de super riches. Il n'y a pas de professeurs d'université, j'en ai pas vu, des profs d'université, des gens de la middle class. Il n'y a pas de diversité finalement dans pas de représentants, alors c'est dans ce cabinet. Comme je vous l'ai dit, très blanc, plutôt âgé, très riche. Il n'y a guère que Ben Carson qui a été nommé au logement, qui est un afro-américain, un neurochirurgien afro-américain, un évangéliste très conservateur. Mais sinon, c'est les WASP, c'est les White Anglo-Saxon Protestants, c'est la classe dominante aux États-Unis qui est de nouveau au pouvoir, en tout cas qui reste. Pas beaucoup de changements. Mais le fait de l'attaquer là, justement, sur le patrimoine des membres de cette administration, est-ce qu'on ne fait pas, nous, un mauvais procès, encore une fois, en disant, voilà, c'est pas l'alpha et l'oméga non plus. Oui, je pense que c'est une critique qu'on entend beaucoup en France. Elle est facile, cette critique. On est un pays qui n'aime pas beaucoup la réussite et l'argent, donc effectivement, avoir des milliardaires, en tout cas, on est à peu près sûr que ça ferait scandale en France. Aux États-Unis, je ne pense pas que ça pose problème. La vraie question, c'est celle de la compétence de ces ministres. Ils ne sont pas tous de grands spécialistes de leur secteur. Après, les ministres, qui connaît les ministres du gouvernement américain? Est-ce que vous avez connu beaucoup de ministres du gouvernement Obama, par exemple? Assez peu, à part le secrétaire d'État qu'on voit à l'étranger, beaucoup le secrétaire d'État au Trésor. Pour le reste, ils sont mis en avant quand ils ont une loi à passer, mais à part ça... Et en même temps, on se dit qu'il a un petit peu, Donald Trump, tenu sa promesse. Il avait dit qu'il ne voulait pas de professionnels aguerris de la politique,
qu'il voulait changer sa façon justement de faire de la politique en choisissant comme ça des gens avec ce pédigré-là, dont on peut discuter évidemment. Alors certains ont quand même fait beaucoup de politique, comme Mitt Romney, qu'on cite pour le secrétaire d'État. Oui, qui n'est pas encore nommé. Qui serait l'un des plus pauvres, avec 250 millions de dollars, ça serait l'un des plus pauvres du gouvernement. Mais qui a déjà une vraie carrière politique derrière lui. Ce sont pour beaucoup des gens de la société civile. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? François Fillon, en France, propose un gouvernement resserré dont la moitié serait issue de la société civile. Peut-être que ça nous donnerait une petite respiration démocratique, effectivement. Et ça sort un petit peu, en tout cas, ça c'est ce qu'on constate aux États-Unis, c'est qu'on a de nouvelles têtes qui émergent quand même à chaque élection. On ferait peut-être bien de s'en inspirer en France. Bon, voilà, on finit là-dessus. Donald Trump qui a renoncé à son salaire de président. On va poser la question de savoir si les membres du cabinet, enfin du gouvernement, en feront de même. Ils ont les moyens d'assurer leurs arrières. Ouais. Allez, merci à vous. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci beaucoup. Au revoir.